merci à toutes et tous d'être présents en ce samedi. Ce n'est pas le brunch convivial habituel au Centre Wallonie-Bruxelles, mais le cœur y est et on est vraiment heureux de vous accueillir en ligne pour cette rencontre. Je remercie beaucoup Sabine Riegenheim et Nicole Malanconi. Nous allons donc aujourd'hui avoir le plaisir d'aborder deux livres. Sabine nous parlera d'abord du livre de son père, Foulek Riegenheim, Boule de Juif, paru aux éditions Genèse Éditions. Alors, je ne sais pas, voilà, si vous le voyez à la caméra. Et Nicole Malanconi nous parlera de son livre qui vient de paraître aussi aux Impressions Nouvelles, le récit Ce qui reste. Voilà, je remercie évidemment les éditeurs qui nous ont accompagnés et aidés. Leur contribution est grande pour la réussite de cette rencontre. Alors, on va commencer avec vous, Sabine. Je dis quelques mots de Foulek Riegenheim, donc, qui est né en 1938 et qui nous a quittés en 2019. Il a été avocat, magistrat, essayiste et romancier. Deux romans ont été publiés, Le juge Gott et la seconde vie d'Abraham Potts. Ce dernier a reçu le prix des lycéens, le prix France Communauté française de Belgique, et a été finaliste du prix Rossel. Ils ont rencontré un grand succès public et on retrouve d'ailleurs déjà quelques thèmes dans ces romans, quelques thèmes contenus dans Boule de Juif. Alors, Boule de Juif, c'est son dernier texte. Il vient donc de paraître aux éditions de Genèse Éditions. Et vous avez, merci Sabine, accepté de nous en parler. Il y a au début de ce livre, je vais juste planter le décor avant de vous donner la parole, quelques citations. Philippe Roth, dont on parle beaucoup d'ailleurs dans les critiques en termes de parenté d'écriture, il n'est de juif authentique que névrosé, dérangé, anormal. Autre citation de Jean-Paul Sartre, on se défait d'une névrose, on ne guérit pas de soi. Et puis là, c'est pour l'aspect plus écriture, finalement, et roman. Milan Kundera, voudrait-il raconter ce souvenir comme une petite anecdote qui ait un sens? Il serait obligé de l'insérer dans une suite causale d'autres événements, d'autres actes et d'autres paroles, puisqu'il les a oubliés. Il ne lui resterait plus qu'à les inventer, non pas pour tricher, mais pour rendre le souvenir intelligible. C'est un peu la démarche, effectivement, de Foulek Riegenheim dans ce livre. Alors, un petit mot sur le titre pour finir de planter le décor. En fait, je ne révèle pas de secret puisque c'est dès le début que l'on comprend de quoi il s'agit. À 13 ans, alors qu'il vit déjà dans les livres depuis 10 ans, complètement immergé, à la bibliothèque publique, notre héros a en fait l'œil de lynx pour repérer le mot juif dans tous les textes des livres qu'il parcourt et il croit voir le titre Boule de juif. En fait, il s'agit d'un livre au titre tout proche, Boule de Suif, de Maupassant, et qui évoque cette boule de suif, cette graisse de mouton, et qui est en fait le surnom donné à une magnifique héroïne, une prostituée qui est héroïque, bien plus que les bourgeois qui l'accompagnent après la défaite de 1870 en France. Et donc, de boule de suif à boule de juif, voilà en fait un surnom qui sera adopté par notre héros, lui qui déjà, à l'époque, évidemment, on va en parler, cette rencontre, a déjà un itinéraire d'un garçon qui a vécu des événements bouleversants puisqu'il a été caché pendant la guerre, il a dû cacher sa judéité et qu'il lui est arrivé toute une série d'événements dont nous allons parler. Alors, Sabine, merci donc d'avoir accepté cette invitation et peut-être une première question, brièvement, de ce que vous en savez. Quelle est l'histoire de ce texte et l'histoire peut-être aussi dans l'écriture de tous les textes de Foulek Riegenheim, puisqu'il a publié d'ailleurs on a dit c'est un juriste émérite, donc il a publié des ouvrages de droit aussi à un moment donné. Et puis, assez tard, il y a eu deux romans qui ont été publiés et ce dernier texte autobiographique. Est-ce que vous pouvez juste un peu peut-être situer dans ce que vous en savez l'histoire de ce texte? Mais d'abord, bonjour, bonjour à vous, bonjour tout le monde, et merci beaucoup Pierre pour cette invitation. C'est une position évidemment qui est un petit peu difficile pour moi, mais que je suis évidemment ravie d'occuper parce que c'est
c'est très émouvant pour moi de parler du livre de mon père. Alors, c'est un livre qui a maturé très longtemps. C'est un livre auquel il a travaillé pendant pratiquement 10 ans et qui, effectivement, s'inscrit et arrive après plusieurs romans et plusieurs essais qu'il a écrits au cours de sa vie. Et je pense qu'arrivé à un certain âge, il a voulu s'interroger sur son parcours, sur son trajet, sur sa vie, sur en particulier ses relations avec sa mère, sur sa judéité, sur ses relations avec le judaïsme et aussi sur tout ce qu'il avait vécu, sur son histoire familiale, sur la guerre, sur l'après-guerre, sur l'antisémitisme, sur son rapport à Israël aussi, il en parle à la fin du livre. Et je crois qu'il explique très bien dans ce livre finalement comment toute son histoire, depuis sa plus tendre enfance, l'a mené finalement alors évidemment à ce qu'il est devenu par la suite et aussi à s'intéresser pourquoi finalement ces questions ont pris tant de place dans sa vie. Et il a eu besoin de temps, je pense, pour aussi s'autoriser à retourner sur son passé et aussi à rouvrir des tiroirs que je pense, enfin que nous pensons, qu'il avait d'une certaine manière fermé à double tour, si on peut dire. Il a, pendant un certain temps, refoulé aussi toute cette histoire qui était très lourde à porter. Il lui a fallu du temps pour y revenir. Et donc, pour répondre à votre question, oui, ce texte a mis beaucoup de temps à finalement aboutir. Alors, d'une part, à cause de tout ce que je viens de dire, mais aussi parce que mon père était quelqu'un qui était extrêmement perfectionniste, extrêmement attaché à la précision des mots, aux termes parfaitement bien choisis, au sens de la formule. Il pouvait travailler mais des journées entières sur une phrase, en cherchant la formulation, le mot juste, le mot exact. Alors, je vous propose d'ailleurs de lire un premier extrait parce qu'on va voir cette exactitude parfaite d'écriture, ce choix des mots, cet humour aussi qui traverse absolument tout le texte et qui est un régal pour le lecteur et qui permet d'appréhender d'une certaine manière, avec une certaine distance, autant qu'on puisse le dire, des événements qui, pour certains, sont évidemment dramatiques. Alors, c'est un extrait qui intervient au début d'ailleurs, et on va voir, on est au début finalement du parcours dans la vie de notre héros. Je vous écoute nous écoutons pour cette lecture, Samy. Je suis née à mon corps défendant. Une telle platitude, servie en guise d'incipit, n'est pas de nature à encourager le lecteur à poursuivre sa lecture. Je persiste, à mon corps défendant. Mon corps s'est en effet violemment rebiffé contre son expulsion du ventre de ma mère. Il s'est battu contre sa mise au monde. Je refusais de naître. Ma mère m'a 100 fois raconté cet étrange combat où elle crut mourir et où je faillis m'étouffer dans l'œuf. Je pensais que, comme à son habitude, elle dramatisait l'événement à seule fin de me culpabiliser. 25 ans après, dans une réception, on me présenta la sage-femme qui vint à bout de ma résistance et réussit à délivrer ma mère. Une grande matrone de 72 ans aux cheveux blancs, vigoureuse et joviale. Elle se rappelait parfaitement mon cas et me dit sa joie de me voir en vie et en forme. Elle me confirmait les dires de ma mère. « Vous pouvez vous targuer, me dit-elle, d'avoir été le bébé le plus compliqué, le plus étrange de ma carrière. Vous ne vouliez pas sortir, c'était proprement suicidaire. J'ai appelé ça dans une communication à un colloque de gynécologie le syndrome de Hamlet in utero. J'en suis assez fière. Vous ne voyez pas, non ?» Elle approcha son visage du mien et me souffla. « Vous étiez en proie à un fameux dilemme, to be born or not to be born, naître ou ne pas naître. On aurait dit, m'expliqua la sage-femme, que la pulsion de vie était annihilée en vous par la pulsion de mort, comme si vous vouliez mourir avant que d'être né. Je me demande encore si vous ne faisiez pas une crise d'angoisse pré-existentielle, provoquée par l'âme tourmentée de votre maman. Nous savons aujourd'hui que le fœtus est doué d'une réceptivité étonnante. Il est sensible aux variations d'humeur de la mère, aux vociférations du père. Tel peut se montrer sensible à la musique de Bach, tel autre au jazz. On ne savait pas ces choses à l'époque. Je naquis donc. Je tombais dans les draps souillés du monde, comme dirait Milan Kundera. Une fois née, que faire d'autre que de tenter de vivre ?
J'étais fatiguée, mais viable, viable, mais juif. La maternité où eut lieu ma naissance, mouvementée, se trouvait dans l'enceinte de l'usine métallurgique où mon père travaillait comme manœuvre. Il n'avait que la cour à traverser pour nous rendre visite. Pour saluer l'arrivée d'un probable futur travailleur, le directeur de l'usine fit porter dans la chambre où ma mère et moi reprenions nos forces un bouquet de glaïeuls blancs. Cette délicate attention d'un personnage aussi considérable éblouit ma mère. Il me fallait un prénom. Mes parents ayant pris conscience des difficultés d'intégration que causeraient à mon frère les prénoms insolemment ostentatoires qu'ils lui avaient donnés 6 ans auparavant, Isaac, Israël, ne voulurent pas commettre la même erreur. Pour favoriser mon intégration dans la société belge, ils crurent judicieux de me nommer Foulek, un prénom qui serait passé inaperçu en Pologne, mais qui me vaudrait immanquablement tout au long de ma vie des questions sur mes origines. Un Moël circonciseur attitré de la communauté juive introduisit dans ma bouche un coton imbibé de vin cachère et me trancha le prépuce, imprimant dans ma chair une signature certes élégante, mais indélébile et irréfutable qui m'authentifierait comme juif, pour le meilleur et pour le pire. Merci beaucoup Sabine pour cette belle lecture et qui plante complètement le décor. Alors on va revenir évidemment sur ce parcours de Foulek et tout ce qu'il en dit dans son livre. Peut-être pour revenir à l'origine évidemment, dire un mot du père, et puis il faudra aussi beaucoup parler de la mère qui était très présente dans ce livre. Donc le père de Foulek est né en 1899 en Galicie austro-hongroise, qui est maintenant l'actuelle Pologne, et il vient assez rapidement en 29 à Paris quelques temps, puis en Belgique, et c'est en Belgique vraiment qu'il va finalement bâtir sa vie d'adulte, et il travaille à l'usine, et puis il se marie dans un mariage avec donc son épouse qui vient de Pologne, elle aussi, et qu'on lui a chaudement recommandé. Et Foulek dit ce fut une réussite ce mariage, l'un et l'autre eurent le sentiment d'avoir tiré le bon lot à la loterie matrimoniale. Donc tout était parfait. Et puis évidemment nous sommes dans un contexte de discrimination montante pour la communauté juive, la montée, l'ascension politique de Hitler, la guerre qui est déclarée, l'exil tenté vers Namur, et puis finalement le retour à Liège, et évidemment la tragédie de l'histoire qui se noue de plus en plus. Ce père, ce qui est vraiment touchant aussi dans ce livre, pour en dire un mot, c'est que évidemment Foulek lui garde c'est un peu mythique évidemment qu'il a peu connu, mais il lui garde évidemment une grande affection, une grande admiration. Et il y a un passage très émouvant d'une personne qui a aidé la maman après la guerre, juste après la guerre, en produisant un certificat beaucoup des gens. Je vous demande beaucoup Sabine, évidemment. si vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, parce que là, on vous entend. Si vous pouvez bien couper votre micro. Chacune, merci. Donc, il y a une personne donc, qui produit un certificat de résistance pour ce père à la sortie de la guerre. Bon, il se fait que peut-être les faits ne sont pas conformes à ce qui s'est passé, puisque le père est mort entre Weimar et Buchenwald en 1945, après évidemment d'atroces souffrances dans les camps. Et cette personne qui a produit ce certificat dit à Foulek, ce qui est évidemment très très beau, quand il l'interroge pour savoir quelque part la vérité, il lui dit: il y a différentes façons de résister, mon garçon. Nous étions libres d'agir, nous avions les armes et une organisation. Les Juifs étaient désarmés, on leur avait tout pris, ils étaient isolés et encerclés. Et il lui dit: ton père a trouvé en lui la force de ne pas mourir, de survivre à des souffrances terribles. Il a tenu tête aux nazis en 1945. Crois-moi, mon petit, ça aussi, c'est résister. Ton père était un homme d'un grand courage, tu peux être fier de lui. C'est une figure qui est quand même constitutive et mythique pour notre héros. En tout cas, moi aussi, c'est un passage qui m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup marquée, parce que c'est un
un épisode de la vie de mon grand-père, que je n'ai donc évidemment pas connu, que je connaissais très mal. Et en fait, pour tout vous dire, mon père l'explique dans son livre, il a très très peu connu son père, et au fond, après son retour de l'orphelinat où il a été caché, il n'a plus de souvenir de son père. Et la seule chose qu'il peut avoir, la seule chose qui peut lui rester, ce sont ces bribes d'éléments qui lui sont donnés par les uns et par les autres, évidemment par sa mère, mais aussi dans le cas de cet incident qui, évidemment, est totalement bouleversant pour un petit enfant qui d'abord vit la disparition de son père, et puis se découvre un père résistant, et puis vit cette forme d'humiliation d'une certaine manière où on lui dit bah non, en fait on t'avait dit que ton père était résistant, mais pas du tout, d'ailleurs on va lui retirer ce titre qu'on lui avait indûment donné. Et donc je pense qu'il a aussi grandi avec l'image de ce père qui est parti qui est allé se présenter au camp de rassemblement comme on le lui avait demandé pour partir au travail obligatoire, alors que son épouse, donc la mère de mon père, le supplie de ne pas le faire parce que, évidemment, elle crève de peur. Donc, voilà, il a grandi aussi avec cette image cette image-là de son père, et puis avec cette figure qui incarne la perte, qui incarne la disparition, et qui incarne évidemment aussi toutes les horreurs de la guerre. En fait, mon père a fait des recherches, mais beaucoup plus tard, sur le parcours que son père a suivi, enfin sur le trajet, en quelque sorte, si on peut dire qu'il a suivi pendant la guerre. C'est pour ça qu'il écrit à un moment donné cette page qui est totalement poignante et vraiment complètement bouleversante sur la mort de son père, la mort tragique de son père lors d'une de ces grandes marches de la mort. C'est une reconstitution évidemment qu'il a fait sur base de ces éléments qu'il a rassemblés, mais évidemment beaucoup plus tard, à un moment où il s'est senti le besoin de le faire. Mais oui, c'est une figure, parce que vous dites mythique, c'est une figure pleine d'ambivalence en fait pour un enfant comme ça. C'est une figure pleine d'ambivalence, et cette ambivalence est aussi le résultat du fait qu'il n'a connu qu'à travers les yeux de sa mère ou à travers les yeux du reste de la famille ou de ses connaissances. Alors, donc, on va aussi parler de la figure de la mère, qui est magnifiquement campée, qui est un personnage attachant, parfois exaspérant, aussi avec certaines contradictions magnifiques dans ce livre. Donc, évidemment, devant le danger imminent qui monte pour la communauté juive, alors que le père, on l'a dit, a été déporté. Donc, la mère a à cœur, évidemment, de préserver ses enfants, ses deux enfants, puisqu'il y a aussi un frère de Foulek. Alors, il va passer à un moment donné, quelques mois, d'ailleurs très décrit comme assez joyeux, une famille d'accueil à la campagne. Il aurait pu devenir, si ça s'était prolongé, un parfait petit paysan, dit-il, à la sortie de la guerre. Et puis, il va assez rapidement, parce que la mère le souhaite, rejoindre son frère dans un couvent catholique où il va être caché. Et là, évidemment, c'est une histoire vraiment très compliquée pour lui, parce qu'on lui somme, et la mère lui dit, en fait, il y a deux choses qui peuvent paraître contradictoires. N'oublie surtout jamais que tu es juif, parce qu'elle a le sentiment qu'elle a souffert, et elle souffrira encore beaucoup à cause de cette identité, et elle veut d'autant moins la perte, elle veut garder cette identité juive, donc n'oublie jamais, mais en même temps ne dis jamais, évidemment, tu n'es plus juif pour le monde extérieur à partir de ce moment, et c'est évidemment très compliqué à gérer aussi dans cet orphelinat où on découvre évidemment des personnages étonnants d'ecclésiastiques, enfin de sœurs, notamment des sœurs assez sévères et difficile, et difficile pour lui au sein de cet orphelinat aussi de trouver une place, parce qu'il veut effectivement devenir peut-être presque plus catholique, obéissant
que les vrais catholiques, et en même temps, il ne peut pas faire sa communion, il n'a pas été baptisé, il est quand même, malgré tout, effectivement différent. Et il y a cette tension, ce dilemme au quotidien qui est raconté avec à la fois beaucoup de... c'est très touchant et beaucoup d'humour. Oui, effectivement, là, il est vraiment en plein aux prises avec les injonctions contradictoires. Tu es juif, mais tu n'es pas juif. Tu es juif et c'est la chose la plus importante du monde, mais surtout ne le dis à personne. Et donc, il est pris dans ces contradictions. En même temps, il a envie d'être comme tout le monde. Il a envie d'être un bon petit catholique. Et quand il veut faire sa communion et que le curé lui dit « non, toi, tu ne peux pas », pour lui, c'est d'une violence inouïe ce moment-là. Donc, il est pris dans cette espèce de volonté d'être comme tout le monde et de surtout se fondre dans la masse, mais en même temps, il est obsédé et totalement imprégné de l'obligation que lui fait sa mère de ne jamais oublier qu'il est juif, pour essayer de se faire accepter par les autres, puisqu'il se sent et il se sait différent, pour essayer d'être accepté par les autres. Et c'est d'une certaine manière ce qui va marquer un peu l'histoire de sa vie aussi, en tout cas de sa petite enfance et puis de son adolescence, c'est de faire le pitre. C'est de faire le comique. Et puis surtout, là, à l'orphelinat catholique, il va essayer de se faire des amis justement en révélant qu'il est juif. Et donc, qu'il a quelque chose de particulier. Donc voilà, il raconte cet épisode qui, évidemment, ne se termine pas très bien. Le curé vient le chercher par le col de sa chemise pour lui rappeler qu'il ne peut surtout pas dire qu'il est juif. Et au final, cet incident va se terminer par le fait qu'on va dire à tous les enfants que le petit Foulek est un menteur et qu'il n'est pas juif. Et évidemment, il se met en danger. Il y a vraiment un rapport à la vérité, à la fiction, là, qui très tôt, évidemment, tombe sur lui. Il est obligé de faire avec cette donnée. Et vous évoquiez aussi effectivement ce côté bouffon, ce côté pitre qu'il a assez tôt voulu développer dans la vie, à un moment donné. D'ailleurs, plus tard, lorsqu'il va à l'école après la guerre, puisque donc il va être caché effectivement au couvent, et puis la guerre se termine, il va entrer à l'école et il dit: j'avais une volonté totale d'intégration, je voulais entrer dans la bande avec l'espoir que le bouffon éclipserait le juif, dit-il. Hein. Et lui qui est un excellent élève, qui a beaucoup de capacités, il désespère un petit peu ses professeurs parce que il a cette espèce de volonté d'être intégré. Et à l'école, c'est parfois le mauvais garçon et les plus turbulents qui sont valorisés au détriment des bons élèves. Et donc, il a envie d'être dans ces groupes de garçons turbulents et drôles. Et d'ailleurs, un peu plus tard après, c'est non seulement le côté humoristique bouffon, mais c'est aussi l'éloquence qu'il va développer, parce qu'il y a plein de faits fabuleux qu'on ne divulguera pas évidemment, mais notamment il y a un épisode tragicomique d'une chorale qui fait un peu traumatisant pour lui, qui fait qu'il a envie d'affermir sa présence scénique, sa présence au monde extérieur. Et là, il travaille son éloquence, fait même des concours d'éloquence, et il y a cette volonté, cette fois, par la parole aussi, d'affirmer une identité. Oui, je voulais aussi vraiment insister, vous disiez, je disais aussi, il fait le pitre pour s'intégrer, il fait le bouffon à l'école, alors qu'effectivement, il est plutôt bon élève, il va devenir un cancre pour se faire des amis, et ça marche, tout ça marche très très bien. Et il a cet humour très tôt, ce qui, moi, m'a beaucoup impressionné, intéressé, mais vraiment impressionné, c'est à quel point très tôt, il va développer ses mécanismes de défense. Chez lui, ce sera ça, ce sera l'humour, qui est une manière, et ça se sent fort dans ce livre, qui est une manière finalement de surmonter le traumatisme, qui est une manière de maintenir à distance l'affect ou la trop grande émotion quand on est face à des événements qui sont insupportables, intolérables, inadmissibles et qui peuvent paraître insurmontables. C'est comme ça qu'il les surmonte. C'est vraiment par l'humour. Et juste pour revenir sur par l'humour,
par une ironie qui peut être extrêmement amère aussi et très corrosive. Et pour revenir sur la description de la mort de son père lors d'une marche de la mort en plein hiver dans la neige, je sens ça aussi, une rage et une colère énorme qui transparaît de cette forme de cynisme. Alors là, on est évidemment plus dans l'humour, mais c'est une forme d'ironie noire finalement sur cette tragédie. Et donc, par rapport à votre question qui tout d'un coup m'échappe, par rapport, oui, à son éloquence, oui, bien sûr. Là aussi, je pense que il vient d'un milieu, il a grandi avec une mère qui ne parle pratiquement pas français, qui va faire tout ce qu'elle peut pour essayer d'apprendre le français, mais il décrit très bien, et ce sont des moments quand même vraiment très drôles, comment elle parle français avec son accent yiddish, et il transcrit ça dans le texte. Donc il grandit avec donc une mère qui ne parle pas français, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, ce qui sont évidemment des handicaps très, très importants. C'est lui qui va devoir écrire les lettres administratives. D'ailleurs, il le dit, et puis bon, il est devenu juriste par la suite, il a étudié le droit, mais là, petit enfant, il se retrouve avec des documents administratifs, donc il ne comprend pas les termes, mais qui doit essayer de traduire à sa mère en yiddish. Et je pense qu'il a bien senti que pour s'en sortir, il fallait qu'il soit, donc effectivement, il était cancre pour se faire des copains, mais au fond de lui, il savait que pour s'en sortir, il fallait qu'il apprenne à parler correctement, qu'il soit... Et il essaie de faire violence d'ailleurs, parce que l'éloquence ne lui vient pas naturellement, il a vraiment dû la travailler, il explique bien ça aussi, à quel point il a dormi avec à côté de lui des livres sur l'art du discours, la manière de parler en public, et d'ailleurs, il les avait toujours, on l'a connu comme ça. C'était quelque chose d'important pour lui, la manière de l'éloquence, parler. Et il finit par dire, je savais que je ne deviendrais jamais un grand orateur, mais je pouvais prendre la parole en public. C'était une forme de victoire aussi. Alors, cette mère, elle est extraordinairement peinte, je l'ai dit dans ce livre, juste quelques lignes pour bien comprendre le lien indéfectible et problématique entre eux. Il dit à un moment donné, enfermée, vous l'avez dit, dans sa judéité d'un autre âge, elle avait une conception de la vie exclusivement juive qu'elle s'évertuait à m'imposer. Elle ne comprenait rien au monde non juif dans lequel j'évoluais, tandis que je comprenais bien trop son désarroi. Je lui devenais énigmatique. Pour ne pas me perdre, elle régentait ma vie à coups d'interdits et d'obligations et exerçait son chantage moral. Et puis plus loin, il dit l'abandonner évidemment à sa solitude eût été indigne. J'étais nourri au lait de la culpabilité. Donc il y a vraiment à la fois des liens affectifs très forts, mais en même temps, il y a évidemment cette possessivité et cette volonté de le garder dans son univers à elle, qui est le seul, c'est cet univers de judéité. Et ça parcourt évidemment toute leur relation, et puis c'est aussi ce qui teinte finalement tout le parcours au fil du temps, parcours d'initiation, d'éducation de Foulek, car c'est aussi un livre d'initiation, indépendamment du contexte historique qui est très très particulier évidemment et dramatique. C'est un magnifique livre aussi d'initiation. Il y a la découverte évidemment des camarades, la découverte du sexe, de l'amour, le premier voyage à Paris, où c'est un monde absolument féerique qui s'ouvre à lui. Il y a la découverte aussi, effectivement, non seulement de la communauté et des communautés, parce qu'il y a parfois de très forts antagonismes des communautés juives et des courants politiques qui les animent. Il va être initié notamment dans des camps de vacances, des colonies de vacances au communisme avec des communautés de juifs communistes. Il va effectivement recevoir toute cette éducation. C'est un magnifique livre aussi d'initiation. Oui, bien sûr. Oui, ben voilà, il raconte comment finalement, pour échapper à cette mère qui était tellement étouffante, tellement culpabilisante,
parce que là aussi, vous parlez de cette colonie communiste. Si sa mère avait su qu'il allait dans une colonie communiste, elle aurait Oui, fait une crise de nerfs. oui, c'était C'était l'ennemi, le communisme. absolument, voilà, ça, c'était absolument inadmissible. Donc oui, je pense que cette forme de grande liberté finalement qu'il s'est autorisé. Il s'est autorisé énormément de choses parce que très vite, je pense que, et il l'a gardé vraiment toute sa vie, mais très vite, il a acquis un esprit libre. Euh, il a voulu échapper à ce joug maternel. Hein, très vite, il explique, il est revenu de l'orphelinat catholique et sa mère lui a enroulé un cordon ombilical autour du cou. Et donc, il a passé sa vie, enfin, pardon, pas sa vie, mais son enfance, son adolescence, à essayer d'échapper à ça pour pouvoir vivre sa vie, pour pouvoir rencontrer, comme disait sa mère, une chixe, c'est-à-dire une jeune fille non juive sur un pont et pouvoir l'embrasser sans que sa mère, après, lui dise « Qu'est-ce que tu faisais hier à 5 heures du soir sur le pont je ne sais plus lequel, à Liège, et qui lui dit bah, « Rien, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu faisais avec cette jeune fille blonde? Si tu continues comme ça, je vais me jeter par la fenêtre. » C'est à tout ça, en fait, qu'il essaye d'échapper. C'est elle ou moi, hein, c'est elle ou moi, tu dois Voilà, choisir. Si tu l'as choisi, c'est très bien, je saute. Voilà. Et donc oui, évidemment, du coup, dès qu'il a la possibilité de découvrir autre chose, de découvrir la vie dans une colonie de vacances, déjà ne fût-ce que ça, et après, effectivement, cette première expérience dans cette première colonie de vacances, qui est une colonie de vacances qui est liée à un mouvement de jeunesse juifs qui a été créé notamment par des résistants juifs communistes, où là, il va découvrir non seulement le plaisir de la joie d'être en vacances, d'être à la mer, il va découvrir la mer, il parle de ça aussi, le fait, cette espèce de vision comme ça de l'eau à l'infini dans laquelle il allait pouvoir se plonger. Il a 12 ans, mais effectivement, il n'a jamais quitté Liège. Enfin, oui, juste le temps le temps de la guerre pendant 2 ans, pendant qu'il cachait. Mais sinon, sa vie s'arrête aux frontières de Liège. Alors, il y a plein de choses passionnantes encore que je vous laisserai découvrir évidemment dans ce livre, mais évidemment le temps qui nous est imparti est limité. Et juste une dernière chose qu'on découvrira aussi, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est évidemment toute cette histoire riche et tragique lui pose question quant à la judéité. Qu'est-ce que la judéité? Il fait d'ailleurs une différence à la fin du livre entre judéité et judaïsme, entre l'identité juive et le savoir juif. Et lui, c'est surtout l'interrogation sur l'identité qui est importante pour lui. Interrogation, vous l'avez dit, par rapport à Israël aussi, interrogation tragique devant l'antisémitisme qui, dit-il, malgré la Shoah, malgré l'ineptie démontrée des théories raciales, malgré le mea culpa de l'Église, malgré sa mise au banc d'infamie, l'antisémitisme qui paraît impérissable, et l'attitude qu'il a, qui est très, très équilibrée, très lucide, sans illusion d'ailleurs par rapport à tout cela, et qui lui fait dire à la fin du livre « Tout cela m'engage à me proclamer juif jusqu'au dernier antisémite, autant dire que c'est un long combat post-mortem qui m'attend ». Dernière pointe aussi à la fois de lucidité et d'humour pour ce livre. Juste là-dessus, si vous voulez dire un petit mot de conclusion provisoire. Oui, peut-être pas là-dessus, mais il y a quand même quelque chose sur une chose sur laquelle je voulais insister, c'est qu'on a parlé donc de sa mère comme cette femme qui avait une grande force de caractère. Elle a quand même traversé la guerre en restant à Liège et en ne se présentant pas aux convocations. Elle avait une très grande force de caractère, mais voilà, il la présente aussi, c'est vrai, comme cette mère étouffante, à l'amour totalement dévorant et qui lui pèse terriblement, qui l'embarrasse aussi, qui peut lui faire honte, elle ne parle pas bien français, etc. Mais je voudrais insister sur le fait que ce livre est aussi, et peut-être d'abord, un hommage à sa mère. Et il dit à un moment donné, à la fin, quand il parle de ça, qu'il a pris conscience, notamment à sa mort, de l'amour énorme, sans limite, qu'il portait à sa mère, mais aussi de l'héritage qu'il a reçu de sa mère et qui
qui est une part importante, évidemment, de lui. C'est quelque chose qu'il a mis du temps à accepter, c'est quelque chose qu'il a mis du temps à pouvoir observer et dont il a pu aussi reconnaître tous les bénéfices que ça a eu sur lui. Mais je voulais insister là-dessus, sur cet hommage qu'il veut rendre à sa mère et qui est important, évidemment, au vu de cette relation compliquée qu'ils ont eue ensemble. Merci Sabine, vous restez avec nous. Je vais passer la parole à Nicole Malanconi. Alors, je vais bien évidemment dire un mot de présentation de votre livre et le situer dans le contexte de l'œuvre, mais peut-être immédiatement, puisque c'est peut-être le moment, si jamais vous vouliez dire un mot en écho à la lecture, je crois que vous avez fait de ce livre de Fulek Ringelheim. Peut-être on peut commencer par cela, Nicole. D'ailleurs, vous avez choisi tout à l'heure une lecture un peu en écho à ce livre, je crois. Il faut bien mettre votre micro, Nicole. Je crois que vous n'avez pas branché votre micro. Non, il est pour l'instant, j'ai une petite icône où il est fermé encore. Voilà. Voilà. Merci, bonjour à tous aussi. Oui, en écho au livre de Fulek Ringelheim, ça m'a beaucoup touchée, effectivement, ce livre, parce que je ne vais pas refaire tout l'exposé que Sabine a magnifiquement déroulé pour nous, mais il y a quelque chose en l'écoutant où je me suis dit, ça c'est vraiment typique de ce que moi j'ai abordé dans mon texte, c'est l'histoire de cet homme qui témoigne de ce que justement, pour arriver à ce qu'il croyait pouvoir atteindre, à ce qu'il désirait, et à accepter de s'exercer, de croire qu'il n'allait pas y arriver et d'essayer toujours et toujours avec lui-même pour parvenir à ça. L'histoire autour de son éloquence et de son manque d'éloquence. Ça me paraît quelque chose qui nous a été, à nous, génération d'après-guerre, qui nous a été transmis, qui nous a été fortement indiqué. Si tu veux suivre ton désir, si tu veux obtenir quelque chose qui te tient, il faudra payer le prix. Il faudra passer par des moments de découragement où tu penseras que ça ne va pas, et il faudra mordre sur toi-même pour y arriver. C'est une valeur que j'ai retrouvée dans ce livre de Fulek et qui m'a été très très présente quand j'ai écrit le mien, parce que ça dénote, je pense, un rapport à l'éducation, un rapport au fait de grandir, de devenir adulte, qui existait à cette époque-là et qui aujourd'hui me paraît fortement ébranlé par le côté probablement très ludique, très non autoritaire qu'on veut imposer, qu'on veut laisser passer dans l'éducation des enfants. Alors, merci beaucoup, Nicole, pour ce commentaire vraiment très, très riche. Et il y a déjà effectivement des éléments qu'on retrouvera dans votre livre, qu'on va évoquer maintenant, qui sont contenus dans cette intervention. Alors, je dis quelques mots de présentation. Nicole Malanconi, vous avez commencé votre vie professionnelle comme assistante sociale, où vous avez œuvré dans le combat des femmes pour le droit à l'interruption de grossesse. Et à partir de cette expérience, vous avez écrit le livre Hôpital Silence, qui a eu un écho vraiment très important, qui a été salué avec admiration par Marguerite Duras. C'était dans les années 80, 85, je crois. Vous avez publié depuis, j'ai vu, c'est impressionnant, une trentaine de livres, en fait, divers, parce qu'il y a aussi des livres plus courts, et notamment en collaboration artistique, mais une trentaine de livres, dont nous deux, le prix Rossel en 1993, vous vous appelez Michel Martin, Séparation ou encore Grand Amour. Vous vous inspirez souvent dans vos livres de la vie quotidienne, de son ordinaire,
de ce qui la compose, c'est-à-dire aussi évidemment des gestes, des objets, des mots, des gens, bien sûr, et plus que des fictions romanesques, vous tissez ce que vous appelez une écriture du réel, c'est ainsi que vous aimez à la qualifier. C'est le cas dans Ce qui reste. Ce qui reste, c'est ce qu'a gardé en réalité la mémoire d'une génération, celle des enfants d'après-guerre, les seuls à avoir vu et vécu tant de différences, dites-vous, entre leur début et leur fin, car cette vie moderne, tout d'un coup, elle est apparue à cette époque-là, elle a bouleversé le quotidien, celui des enfants de cette génération, et encore plus, évidemment, celui des petits-enfants. Donc, dans ce livre, c'est le portrait de cette génération à travers son regard sur ce qui naît à ce moment-là, sur ce qui commence à exister sous ses yeux, et des objets, des rites, des symboles, des révolutions de vie, parfois tout à fait étonnants. Peut-être une première question, qu'est-ce qui est à l'origine, finalement, si on peut la trouver, de l'écriture de ce livre, cher Nicole? Ce qui est à l'origine, je me suis demandé si ce n'était pas aussi mon âge qui est à l'origine, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais écrit ce livre à 50 ans. Le temps passant et la fin de notre génération tout de même arrivant, hein, se profilant, on regarde en arrière et comme on est toujours là, on voit ce qui se passe et ce qui se vit aujourd'hui. Et le constat est impressionnant entre ce que notre génération a connu au départ, à son départ, c'est-à-dire des conditions de vie qui ressemblaient quand même fortement à celles de nos parents. Sinon que nous n'avons pas connu la guerre, ce qui est évidemment une différence de taille, mais néanmoins sur ce qui est du mode de vie, de la pauvreté, enfin après-guerre, on ne roulait pas sur l'or, mais aussi une certaine dureté de la vie, des valeurs du sens de la famille, de la place d'un père, de la place d'une mère, des liens avec ceux qui nous ont précédés, la question de la transmission, le rapport au maître d'école, la question de l'éducation, la manière dont on apprenait à écrire et à lire, mais aussi le désir d'apprendre qui nous a été transmis par nos maîtres. Donc tout ça a constitué un monde et je pense personnellement que la mutation qui s'est opérée maintenant au fil des ans est très très vite et de plus en plus vite, avec ce qu'on a appelé le progrès, mais aussi avec la consommation, la mondialisation, l'arrivée du virtuel, du numérique, et aussi un rapport à la vie qui n'est plus le même. C'est au point qu'aujourd'hui, on porte un enfant pour autrui, on est payé parfois pour porter un enfant pour autrui, on fait marchandise de certains organes qu'on prélève sur des corps qui sont en état de soumission. On envisage des performances extraordinaires, on veut aller sur Mars. Voilà, le progrès. Le progrès a fortement muté. Il est passé de quelque chose qui nous allégeait la vie, qui aidait nos mères à vivre mieux, qui les soulageait de tâches exténuantes. Il est passé de ça à un emballement de la machine à produire et la production du coup de choses qui finalement ne sont pas toujours nécessaires, on peut le dire. Voilà. Avec une espèce d'idée sous-jacente, il faut l'acheter, il faut l'avoir.
Enfin voilà, je vais peut-être m'arrêter parce que je vois que vous voulez me poser une question, je ne sais pas. Mais Non, mais c'est absolument parfait. Il y a déjà un panorama tout à fait précis du livre que vous venez de faire. Et ce que je voulais juste, parce qu'effectivement, tout ça est évoqué à travers le livre, mais comme c'est souvent le cas dans vos livres, et avec beaucoup de précision et en s'attelant au concret, au quotidien, avec une description, comme je le disais, de la transformation petit à petit de la vie quotidienne. Et donc, je voulais juste qu'on reprenne, et qui va faire écho à ce que vous venez de dire d'une manière plus générale, des exemples justement de thèmes évoqués, mais très concrètement dans ce livre. D'abord, effectivement, ça s'impose, puisqu'en plus, on vient de parler beaucoup de cette période historique. La guerre, cette génération des beaux bébés, c'est comme les appelait De Gaulle, ces beaux bébés nés juste après-guerre, c'est une génération, vous l'avez dit, qui n'a pas connu la guerre. Alors, elle a des échos de cette guerre, en fait, par les parents qui en parlent à la fois beaucoup et en même temps taisent beaucoup de choses. Il y a des silences. Ils disent à la fois il faudrait qu'il y ait une guerre, ou une guerre, ça ne vous ferait pas de mal pour apprendre à vivre, disent les parents. Et en même temps, vous dites plus tard, il nous faudrait insister maintes fois pour qu'ils nous disent justement comment la guerre leur a à eux appris à vivre. Et il y a des épisodes évidemment dramatiques au sein de cette guerre aussi qui mettent du temps à émerger ou n'émergent jamais ou émergent partiellement lorsque des photos sont retrouvées, regardées au sein de la famille. Et peut-être je voudrais que vous nous lisiez justement un extrait qui va parler de cette période de guerre vécue par la génération précédente, parce qu'à la fois, c'est un thème, je dis, important de votre livre, et puis en plus, il y a un point aussi à faire commun avec le livre précédent qu'on a évoqué, mais ça, on le dira peut-être après la lecture. la guerre, il finissait par en lâcher des bribes quand il nous voyait revenir avec nos questions. Mais il faudrait encore du temps pour qu'il parle de ce qu'il gardait secret ou pour que nous finissions par l'apprendre et qu'il dise, par exemple, que oui, c'était vrai, qu'ils avaient parfois travaillé pour l'occupant et accepté ses conditions, qu'ils lui avaient même vendu des choses, pensant se sortir du chaos ainsi, croyant que dans leur cas, refuser eût été pire comme chaos, mais que ce n'était pas une raison pour s'imaginer qu'ils avaient soutenu les Boches, comme on avait dit après la guerre, et comme on le leur avait fait bien payer. Et ils avaient plus de honte à dire qu'on le leur avait fait payer qu'à reconnaître l'avoir fait. Ou que, oui, ils avaient bien caché des messages, des enveloppes, des cartes d'identité ou des passeports dans le double fond d'une valise, sous la selle de leur vélo, ou dans leurs sous-vêtements, et qu'ils les avaient portés et remis en main propre sans demander d'explication aux adresses qu'on leur avait données. Qu'il fallait faire ça comme on fait les courses, ou comme on va au travail, à la même allure que d'habitude, sans regard circonspect vers les alentours, sans avoir l'air d'avoir peur, et qu'ils l'avaient fait, et qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, un point c'est tout. Ils parleraient aussi de la nuit où ils avaient entendu du bruit dans la rue et vu de la fenêtre des hommes en civil frapper à grands coups chez un voisin, pousser celui-ci à toute vitesse dans une voiture noire et l'emmener. Il dirait qu'après cela, il n'avait jamais su ce que le voisin était devenu. Un qu'on ne connaissait pas des masses, mais qui n'avait fait de mal à personne, dont on avait dit après qu'il était juif, et que c'était parce qu'on l'avait dénoncé comme juif que la Gestapo l'avait pris. Cela les avait frappés de le voir emmener comme ça, alors qu'ils l'avaient vu combien de fois passer dans la rue. Ils en seraient restés à ce cas isolé, unique, à cette sorte d'avatar de guerre qui reviendrait à leur mémoire au même titre qu'un blessé ou qu'un prisonnier de leur connaissance, ou que les morts sous les bombardements, et même avec moins de force que ceux-là peut-être, comme si s'était effacé tout ce qu'ils avaient fini par apprendre au sujet des Juifs, juste après la guerre, et qui dépassait de loin le cas du voisin disparu. Il faut dire que ce qu'ils avaient appris alors n'avait pas fait beaucoup de bruit. Ça s'était limité durant à peine quelques jours à des photos et articles à gros titres
sur les camps que les Russes et les Américains avaient découverts par hasard durant leur avancée dans quelques villages inconnus, principalement polonais, et dont ils avaient libéré les survivants. Puis, ni les journaux ni la radio n'avaient plus parlé de rien, et personne n'avait insisté. De toute façon, le sort des Juifs figurait comme le reste au tableau de la guerre. Il n'y avait plus de raison d'en parler puisque c'était bien fini. Le peu de mémoire qu'il en restait n'était donc pas de taille à leur faire perdre l'habitude de dire « c'est un Juif » quand ils parlaient de celui qui avait le sens des affaires. Merci beaucoup, Nicole. On rejoint quelque part un peu la discussion précédente avec cette prise de conscience pendant la guerre et néanmoins, bien, il y a encore une identité qui est comme ça fustigée, qui est comme ça pointée sur la judaïté. Cette guerre, évidemment, c'est un marqueur indélébile. C'était un événement, une donnée très importante de la génération qui a précédé les bébés d'après-guerre. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a à la fois des témoignages, comme je disais, et en même temps, tout n'est pas dit. Il y a beaucoup de non-dits aussi, beaucoup de silence. Comme d'ailleurs, de manière générale, sur toute une série de thèmes, le secret, vous semblez dire, est assez présent dans cette génération et entre les parents et les enfants. Dans un autre domaine, vous parlez à un moment donné de faits qu'on qualifierait tout à fait aujourd'hui de pédophilie, menés notamment dans les milieux de l'Église, et dont des enfants de ces générations que des enfants de cette génération peuvent subir. Et là aussi, il y a un secret au point que même quand il y a un témoignage qui est esquissé, la honte reste en fait non pas sur ceux qui ont commis les actes, mais sur les enfants eux-mêmes qui tentent d'en témoigner. Et il y a d'autres exemples comme ça. Le secret, pas seulement autour de la guerre et de ce qui s'est passé, le secret est assez présent dans cette époque. Oui, parce qu'il y avait, je crois, un poids qui était exercé par probablement l'enseignement catholique, enfin la religion, le poids du catholicisme tel qu'il était vécu à ce moment-là, et qui culpabilisait. Par exemple, oui, je vais peut-être d'un coq à l'âne, mais il se fait par exemple que le divorce n'existait très très peu. Si, il existait, mais c'était tard, c'était quelque chose qui salissait les gens, enfin, dont il valait mieux ne pas faire mention. Une femme divorcée était quelqu'un qui portait une lourde charge, sa réputation en était ternie. Et ces choses étant prises dans cette culpabilité, le sexe était coupable. On entourait cela d'un silence que les gens de ma génération ont tâché de percer, étant adolescents ou étant un peu plus âgés, en allant parfois fouiller dans les papiers des parents pour y découvrir quelquefois des personnes qui n'avaient pas existé, qui n'avaient pas existé à leur connaissance, ou bien des unions dont on ne leur avait jamais parlé, ou des pères ou des géniteurs qui n'étaient pas la même personne que le père, toutes choses qui n'étaient pas dites, qui étaient entourées comme ça d'une espèce de croyance qu'en les taisant, on allait pouvoir s'en libérer. Je me permets de dire que ce type de secret, de silence n'est peut-être pas le même aujourd'hui parce que, entre autres, les questions de sexe et les questions de choix de vie, divorce, même faire un avortement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à dire que ça ne l'était dans ma jeunesse. Mais je pense que la capacité de déni
devant des réalités, devant des événements, devant nos propres responsabilités, elle existe toujours bel et bien, sous une autre forme, moins, comment va-t-on dire, moins scolaire peut-être, mais elle est là, elle joue sur nos sociétés. Et donc, effectivement, vous expliquez bien ce poids alors notamment effectivement de l'Église catholique qui a des répercussions aussi au niveau de l'école, hein, pas seulement dans la vie, qui rythme un petit peu la vie, si on pourrait dire. Il y a effectivement ces rites, le mariage évidemment qui est un passage obligatoire et il faut essayer de se marier évidemment en toute virginité parce que sinon ça aussi ça pose des problèmes, tous les rites de l'Église catholique qu'on retrouve donc aussi à l'école, le respect d'une certaine autorité, hein, vous l'avez déjà évoqué, l'autorité de l'Église, l'autorité aussi du maître à l'école, on va à l'école en tablier, on a des maîtres et des maîtresses que l'on respecte, et même après d'ailleurs, l'école que l'on retrouve toujours avec une figure comme des figures de grand respect, l'apprentissage de la lecture évidemment qui est fait avec des normes aussi très très assez conventionnelles, mais qui est un élément extrêmement important. La main gauche qu'on contrarie, hein, qui n'est pas la bonne main, il faut obéir au maître et à la main droite, et on ne parle que quand on a la parole. Enfin, il y a tout ce rituel et tout ce respect de l'autorité à l'école. Et il y a ce climat, effectivement, qui est assez différent sans doute de celui actuel, des générations qui ont suivi. Mais alors, il y a un phénomène, vous l'avez déjà évoqué, fondamental, qui va bouleverser et accélérer le temps, quelque part, pour le dire un peu schématiquement, de cette et de ces générations successives, c'est cette irruption de ce qu'on a appelé le progrès, hein, qui était une espèce de chose un peu mythique, qui allait presque tout seul, qui s'est emballé à un moment donné, dites-vous, et on se demande comment il a pu avoir sa propre autonomie finalement. Mais au départ, le progrès, c'est des choses très, très concrètes. Hein. C'est notamment évidemment l'irruption de l'électroménager. Tout allait devenir moderne. Vous, les Américains, évidemment, étaient imbattables pour ça et avaient constitué un exemple et avaient quelques années d'avance. Sèche-cheveux, aspirateur, batteur d'œufs, vraiment tout va y passer. Les réclames avec les voix sublimes de Jeanne Moreau ou les visages de Michel Morgan vantent tout ça. Et il y a l'apparition, évidemment, de ce progrès. Progrès, c'est aussi d'ailleurs les grandes surfaces qui facilitent aussi la vie de la ménagère, les casinos, les Spar, les Leclerc, les prises uniques, les bons marchés, l'innovation, tous ces biens de consommation qui sont aussi des biens de nourriture et qui aident à vivre, qui sont à disposition. Voilà, au départ, le progrès il va peut-être s'emballer, mais c'est évidemment quelque chose qui est vécu comme un facilitateur de vie, notamment, je disais, pour les femmes qui sont à l'époque vraiment celles qui nettoient, qui cuisinent, qui à l'époque d'ailleurs, ça a continué évidemment dans une certaine mesure, qui nettoient, qui cuisinent, qui lavent, qui cousent, qui sont en tablier, qui gardent tout précieusement, qui recyclent même les objets précieux pour le ménage et qui sont vraiment à la tâche. Alors que le père, l'homme, c'est celui qui va à l'extérieur, qui évidemment gagne la vie, c'est important, à la sueur de son front, mais quand il revient, c'est pour lire le journal dans son fauteuil. Donc, c'est d'abord l'irruption d'une facilité et d'une aide pour ces femmes, cet électroménager et tout ce progrès. Oui, je vais répondre sur le progrès, mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit au sujet de la question précédente et de l'autorité. Je ne mettrai pas sur le même plan, comme vous l'avez fait, le poids, la chape de culpabilité qui pesait sur nous de par l'enseignement chrétien ou religieux, disons, avec l'autorité du maître, avec l'apprentissage de l'écriture par le tracé difficile et laborieux au début, des petites lettres
Et par la lecture de ces petits signes et le fait d'émettre des sons à la vue de ces petits signes-là, je ne mettrai pas non plus sur le même plan le fait de dire bonjour à quelqu'un et de dire oui merci, ou de s'adresser à un maître en l'appelant monsieur le maître plutôt que bonjour comme on le fait aujourd'hui dans les emails. Je ne mettrai donc pas toutes ces choses qui ont émaillé nos enfances et qui nous ont enseigné une espèce de hiérarchie. On n'est pas sur le même plan que son maître d'école quand on est un élève. On n'est pas sur le même pied que son père quand il s'adresse à vous pour vous donner un conseil ou pour vous punir. Il y a une comment on appelle ça, pas une transcendance, mais Hiérarchie, non? oui, j'ai dit hiérarchie, mais aussi un héritage. Il y a quelque chose qui nous vient des anciens, voilà, c'est une transmission. Transmission. Quelque chose qui est transmis de par les grands-parents, de par les parents, à nous. Et l'idée sous-jacente, c'est nous allons avoir à le transmettre nous aussi. Ça, c'est important. Et ça devait passer par une autorité, par un père qui disait, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu comprendras, tu verras. Et si tu veux avoir ceci, tu dois accepter de faire l'effort pour l'avoir. Évidemment, il y a eu des abus. Évidemment, un maître d'école a peut-être profité de sa règle pour taper, non pas sur le tableau, mais sur la main d'un enfant. Ça a eu lieu. Un père de famille tout-puissant a sans doute profité de sa place pour jouir, disons, de l'autorité qu'il avait, bien sûr, mais il faut discerner, je crois, entre ce qui a réglementé nos vies et qui a fait de nous des futurs adultes et les abus qui ont eu lieu. On s'est insurgé contre les abus, fort bien, en mai 68 par exemple, et on a mis au jour des choses qui étaient insupportables, la répression du sexe, cette culpabilité. Mais ça ne veut pas dire que toutes les valeurs qui présidaient étaient à bannir. Voilà, c'est très belle et utile précision, merci. Oui. Le progrès. Alors, pour le progrès, oui, c'est le maître mot qui a régné à ce moment-là. Les gens disaient, c'est le progrès, on ne l'arrêtera pas. Ils ne savaient sans doute pas ce qu'ils disaient, les gens, à ce moment-là. Qu'est-ce que ça voulait dire ne pas arrêter le progrès? Ça ouvrait à des choses qu'on ne connaissait absolument pas. Il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une espèce de soulagement à voir arriver toutes ces choses. C'est sûr que faire des kilomètres à pied ou à vélo pour aller à son travail ou pour aller à l'école ont été soulagés quand tout le monde a pu même prendre l'autobus, parce qu'il n'y avait pas des autobus comme il y en a maintenant, il n'y avait pas des transports en commun comme il y en a maintenant, a fortiori avec les voitures. Il n'y avait pas d'avion, enfin, ou très peu. On prenait l'avion quand on était quelqu'un, quand on avait de l'argent, quand on faisait un voyage extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, des petits-enfants prennent l'avion combien de fois au cours de leur enfance pour aller en vacances. Enfin, c'est banal, c'est devenu banal. Tout ça est bien. La médecine a fait des progrès, on a guéri des maladies dont on ne guérissait pas, on a fait en sorte que les enfants ne meurent plus en bas âge. On va faire un tableau de tout ce qu'on a mis au jour aujourd'hui comme avantage pour la santé, tout ça. Mais il s'est progressivement forgé un monde ou une ambiance de il faut profiter de tout ça. Et ce marché qui a surgi comme ça devant nous, dans nos vitrines, dans nos supermarchés, dans nos hypermarchés, dans nos centres de commerce, tout ça a fait que c'est devenu nécessité de l'avoir, un besoin. Il fallait avoir
tout ça. Et si on ne l'a pas, on n'est pas dans le coup. Et du coup, il s'ensuit qu'aujourd'hui, y compris les enfants, ils veulent à tout prix avoir tel, tel jouet que s'ils n'ont pas, ils vont être déconsidérés par leurs copains. Il faut à tout prix avoir telle veste d'une telle marque. Enfin, toutes ces choses qu'on nous rend soi-disant nécessaires et qui, si on s'interroge un peu, et d'ailleurs je crois qu'on le fait maintenant, surtout avec cet épisode qui nous tombe dessus avec le Covid, je crois qu'on interroge quand même, on commence à interroger ça. Est-ce bien nécessaire tout ça? Donc il y a eu ce mouvement enfin, qui a modifié complètement ce qui pour nos parents et pour nous enfants était un grand bien, était un soulagement. Alors, il y a aussi une des conséquences du progrès qui peut aussi entraîner en fait un certain isolement et une fragmentation sociale, une dissolution du lien. Pour ne prendre qu'un exemple, parce qu'évidemment c'est un objet emblématique, la télévision. Quand elle apparaît, on la regarde en commun, on va la voir chez le voisin ou même avant à un endroit du village où se trouve le seul poste de télévision. Et puis finalement, tout le monde va l'acquérir, de moins en moins on va la regarder les uns chez les autres, et puis on sait que maintenant la télévision est elle-même devenue l'ordinateur et que même au sein d'un même foyer, soit il y a plusieurs postes de télévision, soit il y a plusieurs ordinateurs et on n'est même pas en train de regarder la même chose. Il y a aussi, là ce n'est qu'un exemple, mais il y a aussi ces conséquences de fragmentation un peu du lien que crée entre guillemets le progrès. Oui. Ça, il nous entraîne vers un chacun pour soi qui s'accentue. Vous l'avez dit, hein, par le biais des... Parce que la télévision, elle avait encore quelque chose de collectif au départ. Probablement aussi que cette vie collective était tellement ancrée dans les mœurs qu'on n'imaginait pas regarder la télévision chacun chez soi. D'ailleurs, il y en avait pas pour tout le monde, donc on la regardait ensemble. Et au début, on voit des photos où les gens regardent la télévision, groupés autour de la télévision, et j'ai écrit ça dans mon livre, un peu comme on se groupait autour de la radio pendant la guerre pour écouter la radio. Et ils avaient les mêmes façons de regarder la télévision. Après, c'est arrivé dans tous les ménages et chacun est resté chez soi. Et puis, en plus, avec maintenant les smartphones et les iPhones et les phones de toutes sortes, chacun s'isole dans sa bulle et il n'y a plus de collectif autour des événements, par exemple. Il y a évidemment une multiplication des chaînes et on n'est plus à l'époque, si même le Tour de France, à l'époque, l'arrivée de l'homme sur la Lune, peut-être ce sera Mars, la prochaine étape, mais effectivement, c'était des événements communs qui touchaient à la planète entière, mais tout le monde les regardait finalement en même temps et au même endroit. Alors, voilà, on n'a pas malheureusement l'occasion d'aller beaucoup plus loin, mais vous avez vu, j'espère que vous aurez vraiment perçu la richesse de ce portrait collectif, de cette évocation d'une génération et qui va parler vraiment, je pense, à toutes les générations, évidemment à celle qui correspond à la génération décrite dans le livre et qui retrouvera plein de choses, de faits, de gestes et de mots. Je vais terminer par ça dans un instant, mais aussi les générations d'après, parce qu'après tout, cette marche folle à l'innovation, elle a continué. Ces objets mythiques qui sont apparus, ils se sont peut-être transformés parfois, mais ils font encore tout à fait question dans notre quotidien, ils sont encore infiniment présents. Mais donc, je voudrais aussi terminer par la question des mots, parce que si effectivement il y a des objets, il y a des rituels, il y a des symboles, il y a tout un cadre qui a changé et que vous décrivez très bien, les mots aussi ont changé. Il y a évidemment des choses qu'on disait à l'époque qu'on ne dit plus, il y a des choses qu'on dit maintenant qu'on n'aurait jamais dit à l'époque ou qui évidemment ont pris une autre signification. Et donc, juste je termine par quelques très courtes évocations. Vous dites, elle savait par oui dire qu'une telle était en position intéressante. Elle attendait famille, autrement dit, elle attendait tout court. Bref, elle avait un polichinelle dans le tiroir.
On disait rencontrer l'âme sœur, trouver chaussette à son pied, coiffer Sainte-Catherine, rester vieille fille. Quelqu'un faisait les yeux doux, faisait le joli cœur, le cœur était d'amadou ou d'artichaut, ou les deux. On courtisait, on fréquentait. Il y avait la clé des champs et la poudre d'escampette. Il y avait baillé aux corneilles, ne pas avoir froid aux yeux, ne pas avoir sa langue dans sa poche. Un tel était bouché à l'émery, un autre avait une tête de pioche, un autre mentait comme un arracheur de dents. On disait laisser pisser le mouton, crier haro sur le baudet, mener une vie de bâton de chaise, brûler la chandelle par les deux bouts, avoir bu le bouillon de 11 heures, boire le bouillon tout court. Puis on lavait son linge sale en famille, on mangeait son pain blanc avant son pain noir, ou l'inverse, un franc était un franc. Et il y a plein comme ça d'évocations, ça continue. C'est évidemment savoureux parce que c'est aussi une musique. Hein, votre livre, comme beaucoup de vos livres, il est très musical. C'est la musique aussi d'une époque qu'on croit entendre par ces phrases très musicales et à l'écriture très, très fluide et très belle qui est la vôtre dans ce portrait. Donc, ce qui reste est de cette génération. Peut-être avant de donner, pour terminer, la parole à certains de nos spectateurs, internautes, il y a peut-être quelques questions qui viendront. Peut-être, Sabine, un mot sur ce livre, vous qui l'avez lu aussi, je crois, et qui a peut-être l'une ou autre chose à en dire. Oui, effectivement, Nicole, j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'est apparu un petit peu comme une forme de droit d'inventaire, comme ça, une chronique assez méticuleuse de la manière sans doute dont vous avez perçu cette époque, la manière dont vous avez pu la traverser. Moi, évidemment, je ne l'ai pas connue directement, en tout cas pas le début, mais puisque vous parliez de transmission et d'héritage, j'en suis évidemment aussi l'héritière, puisque mon père, mais qui est né bien avant vous, mais a vécu lui aussi cette époque. Hein. À la fin, vous parlez, je pense que c'est à la fin du livre que vous commencez à parler de mai 68 et puis du début des années 70. Et donc, oui, j'ai trouvé, en fait, j'ai été frappée par ce côté, justement, par cet inventaire méticuleux d'aspects très, très, très variés finalement. Vous parliez des mots, vous parliez des tournures de phrases qui étaient utilisées à l'époque, de toutes ces choses qui vous ont marqué vous et qui font à vos yeux à la fois, j'imagine, l'époque telle que vous la portez vous, mais aussi ce côté collectif, cet aspect très générationnel, puisque vous utilisez beaucoup la forme collective finalement. Et donc, le rapport entre les deux, finalement, entre votre parcours personnel, votre traversée à vous de cette période, mais en même temps un sentiment d'appartenir véritablement à une génération. Mm-hmm. Et puis aussi, peut-être juste un mot sur le passage que vous avez lu, évidemment, et qui résonne, bien sûr, par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant, et qui résonne d'une certaine manière comme un effet miroir, finalement, parce qu'on est dans le contre-champ, hein, d'une certaine manière, de ce qu'on disait avant, quoi. Je vous remercie beaucoup, Sabine. Et donc, je vous invite, par rapport à des textes, en tout cas qui, eux, avaient déjà été publiés, à retrouver notamment en librairie La Seconde Vie d'Abraham Potts, hein, qui, je pense, a été republié par la Fédération Wallonie-Bruxelles en espace nord, si je ne me trompe. Donc, en tout cas, ça devrait pouvoir se trouver. Peut-être un peu plus difficile pour le juge Gott, qui était chez Luc Pire, mais je ne sais pas si on peut En tout cas, c'était deux livres savoureux et qui, à certains égards, traitent des thèmes, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui ont été abordés dans Boucle de Juive, et je vous invite éventuellement à vous procurer ces livres, comme évidemment, au-delà de ce qui reste de Nicole Malinconi, je vous invite à découvrir ces autres textes passionnants écrits au fil des ans. Je vous remercie infiniment toutes les deux. Donc, ce qui reste, je rappelle, Nicole Malinconi, c'est aux éditions Impression nouvelle, voilà, je remontre la couverture du livre, et Boule de Juif, Foulek Ringelheim, aux éditions Genèse Éditions. Et merci encore infiniment aux deux éditeurs.
Merci vraiment beaucoup à tous de nous avoir suivis. Vous étiez assez nombreux en cette matinée, donc vraiment, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de lire. Je voudrais préciser qu'il y aura, évidemment, au fil du temps, vous en serez prévenus, d'autres rencontres sans doute en ligne, et puis on espère très bientôt physiquement au Centre Wallonie-Bruxelles, et puis que depuis quelques semaines, il y a une radio en ligne qui s'appelle Radio Fractal. Vous pouvez y accéder par le site du Centre Wallonie-Bruxelles avec la petite icône du SoundCloud, ou aller sur le Facebook Lettres belge Wallonie-Bruxelles et vous aurez le lien. Et il y a là toute une série de manifestations sonores de la vie culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont certaines chroniques de livres qui paraissent en ce moment, qui viennent de paraître. Et ça permet là aussi de continuer dans les temps difficiles et modestement, mais de donner une visibilité, ou en tout cas du son, en l'occurrence, à toute une série de livres passionnants de nos auteurs et de nos éditeurs qui paraissent en ce moment.